Là, il dit donc, c'est la suite, donc, du 14 août 1991. Donc, tu nous parlais du colonel Bell. Oui. Alors, donc, rappelle-nous. Ah oui, comment nous l'avions connu. Oui, non, ça, tu nous l'as déjà dit Oui. hier. Rappelle-nous, donc, ce qu'il a fait lors de la bataille de la Meuse, alors. Voilà. Alors, Il avait combattu au moment de la bataille de la Meuse, parce que tu sais que le grand état-major avait fait une erreur oui, en prévoyant que les Allemands ne passeraient pas par la Meuse, oui, parce que ça les obligerait à ne pas respecter la neutralité suisse, mais la neutralité belge. Mais précisément, les Allemands ont trouvé que c'était un moyen magnifique de passer à un endroit qui n'était pas défendu, puisqu'on n'avait jamais construit la ligne Maginot à cet endroit-là, puisque, soi-disant, nous étions protégés par la neutralité de la Belgique. Alors donc, ils ont choisi de passer la Meuse, et on avait à cet endroit-là que des troupes de réserve, enfin des troupes qui étaient très bien, mais d'un certain âge quand même, c'était pas des jeunes. Alors le colonel Brel avait reçu un commandement, et il se trouvait sur le front, et il n'avait pas reçu d'ordre du commandement français. Alors il cherchait à recevoir les ordres du commandement français, il se déplaçait dans la région de la Meuse, quand il s'est trouvé tout d'un coup entouré d'Allemands et qu'il a été fait prisonnier. Alors les Allemands l'ont invité à monter dans un char, ce qui a été assez original, avec les Allemands, et ça c'est une histoire authentique. On peut la citer parce qu'elle est toute à la gloire de l'armée du général de Gaulle. La division du général de Gaulle. Les Allemands ont donc voulu lui montrer comment ils combattaient. Ils avaient eu cet orgueil de dire, puisque nous allons attaquer l'armée du général de Gaulle, le corps d'armée, voulez-vous vous rendre compte comment nous combattons? Voulez-vous monter avec nous dans un char et participer à l'affaire? Alors sur le moment, il avait eu un mouvement de recul parce que, naturellement, ça lui répugnait dans un char allemand et d'assister à une bataille contre des Français qui vénéraient. Et il avait d'abord un mouvement de recul, alors le commandant allemand lui a dit « Ah, vous avez peur ?» Alors là-dessus, naturellement, il dit non, il n'avait pas peur, et qu'il acceptait, il montrait dans le char, il verrait comment on battait le corps d'armée de Gaulle. Alors il est monté dans le char, et ça, je ne crois pas que ce soit un souvenir historique que d'autres ont connu que lui, et qu'il nous l'avait raconté de mémoire, et par conséquent, en toute bonne foi, en toute... Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ce corps les représentants de Gaulle avaient combattu admirablement. Et que c'était impressionnant de voir ça. C'était un combat de char. Un combat de char. Après le passage de la Meuse, il voulait venir vers l'intérieur, peut-être même vers les plages de débarquement, je ne sais pas, il voulait gagner ou alors il voulait gagner plus vers le sud. Toujours est-il que ce sont les représentants de Gaulle qui l'ont combattu. D'accord. Et ça a été une bataille, il paraît admirable et que personne ne connaît. Voilà. Très bien. Bien, alors, si on terminait avec le colonel Bell, ce que tu nous avais dit l'essentiel hier, déjà, tu nous avais raconté sa mort. Oui. Donc tu nous avais raconté aussi comment il avait passé la ligne de démarcation, qui s'était fait arrêter. Oui. Donc, si l'on poursuit pendant la guerre, est-ce que vous n'avez pas été le 11 novembre 1940 aux Champs-Élysées pour aller au défilé avec des couleurs bleu, blanc, rouge? Moi? Oui. Alors moi j'avais été... Ah ben le 11 novembre j'étais allé au défilé, mais j'avais assisté, non, je n'avais pas participé. Non, tu m'avais dit que vous y avez été, et chacun s'habillait en bleu, blanc, rouge, vous mettez des stylos. Ah non. C'était quoi ça? Au moment de l'occupation allemande. Oui. Ah oui, c'est pas pour le défilé de la victoire. Non. C'est pas le défilé de la victoire. Non, c'était quand ça alors? Alors c'était pendant l'occupation allemande. Oui. C'était le 14 juillet ou c'était le 14 juillet, ou le 11 novembre? Ah, je pense que c'était une date historique, mais laquelle? C'était le 14 juillet, c'est peut-être le 14 juillet, peut-être. Alors... C'était en 1940, la première, au début de l'occupation allemande. Oui. Oui. Je pense. Oui. Alors nous étions retrouvés avec de nombreux autres Parisiens, parce que cette invitation à défiler avait été lancée par la radio de Londres, que tous les Parisiens, enfin du moins, beaucoup de Parisiens écoutaient. Alors nous avons donc été sur les Champs-Élysées,
Et nous avions voulu naturellement arborer les couleurs, les 3 couleurs, comme toutes les autres personnes. Alors, maman, elle était habillée tout en noir et portait à la main un magnifique sac de plage blanc, brillant, autour duquel elle avait noué un magnifique ruban bleu. Et puis elle avait également, autre chose de couleur rouge. Si bien que c'était un drapeau vivant, cette maman. Et que les gens qui la croisaient disaient, ah, très bien, les 3 couleurs, très bien. Mais tout le monde avait fait ça ou il y avait que ta grand-mère? Non, tous ceux qui manifestaient. C'était mis en 3 couleurs. Discrètement, mais alors moi-même, j'avais mis des pochettes sur un vêtement bleu, des pochettes blanches et rouges. Et puis mes 2 fils, Jean-Paul et Henri, portaient eux-mêmes des pochettes à leur veston tricolores. Alors nous étions tout contents, on échangeait des paroles de sympathie avec ceux qui montaient avec nous. Et puis tout d'un coup, ceux qui nous précédaient nous ont arrêtés. Ils nous ont dit, ne continuez pas, vous êtes avec une personne âgée et avec des enfants, et là-haut, on s'attire, là-haut, on se bat. Et en effet, les étudiants avaient fait une manifestation à l'Arc de Triomphe lui-même, je crois, et les Allemands avaient tiré. Il y avait eu des morts, d'ailleurs. Alors nous n'avons pas pu continuer parce que ce n'était pas possible. La foule avait reflué naturellement devant les échanges de balles. Et nous avons dû quitter la réunion de cette façon-là. Tu te rappelles plus quand c'était ça? C'était au moment de l'occupation allemande. C'était dans les premiers temps de l'occupation? Oui. Oui, ça devait être en 1940 alors. Oui, je crois. Je ne t'ai pas raconté non plus que ton oncle qui avait une maison de couture, Place Vendôme, oui, avait fait. Qui alors? Qui? L'oncle, le frère de Patironi. D'accord. Le frère de Merci. Il avait fait tisser un magnifique ruban, de quelques centimètres, aux couleurs bleu, blanc, rouge. Alors il avait emporté ce ruban dans sa poche, et alors il le coupait dans l'avenue, il le proposait aux gens, il leur en coupait un morceau. Alors les gens étaient enchantés, ils mettaient ça dans leur boutonnière, enfin ils étaient enchantés. Puis il a été abordé par une dame qui lui a dit, mais monsieur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes suivi depuis un moment. Et ces gens-là vont vous arrêter certainement d'un moment à l'autre. Il faudrait que vous disparaissiez. Alors il lui avait dit, prenez mon bras, nous allons aller ensemble vers un café, comme si nous allions nous asseoir au café, et nous ne nous assiérons pas du tout, nous rentrerons et nous sortirons par une autre porte. Et c'est comme ça qu'il a échappé à ses poursuivants. Ah oui. C'était l'oncle Solière, non? C'était pas lui? Donc non, le Solière. Non. Et il faisait de la couture, il travaillait dans la couture? Oui, alors, une fois j'étais allée voir Place Vendôme, et j'avais la surprise de voir toutes les... Il y avait une innombrable voiture allemande qui avait stationné Place Vendôme. Et c'est splendide, des voitures noires. Voilà qu'elles portaient toutes à la craie le signe de Gaulle. Oui, la croix de Lorraine. La croix de Lorraine. Alors j'étais arrivée chez mon ex-beau-frère et je lui avais dit, oh, c'est extraordinaire, vous avez vu que toutes les voitures portent, alors, il avait ri, il a dit, oui, en effet, je sais, parce que c'est moi qui ai tout marqué. Ah oui, c'était lui qui... Il était content. C'est le père de Jeannot, non? Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, quand on se promenait avec lui, par exemple, dans Meudon, alors, il fallait qu'il inscrive la croix de Lorraine à la craie sur toutes les... Ah oui, sur toutes les portes. Sur toutes les portes. Et j'avais dû l'arrêter, parce que je lui ai dit, écoutez, nous allons finir par nous faire remarquer, et là, ce sera facile de nous retrouver, c'est pas possible. Oui. Voilà. Et ce n'est pas lui dont la maison avait été détruite? Tu m'avais raconté l'histoire de quelqu'un dont la maison avait été détruite par les bombardements et qui était tout content, vous l'aviez retrouvé avec en train de balayer les gravates de la maison. Ah non, ça c'était qu'un dentiste. C'est un dentiste? C'était le beau-fils de ma cousine Clémence. Oui. Qui était dentiste. C'était son gendre alors? C'était son gendre, oui. Qui était dentiste à Boulogne. Mais elle avait eu des enfants, Marie-Clémence? Non, elle n'a jamais eu d'enfants. Lui, le beau-fils de... elle n'avait pas son mariage. C'était la descendante, enfin, un parent de son mari. D'accord. Et alors c'était pas le fils de son mari au début? Non, c'était un descendant de son mari. Enfin, un parent de son mari. Un parent de son mari. Oui. Alors il avait habité à Boulogne. Alors il y a eu de grands bombardements à Boulogne.
Et maman et moi qui avions entendu cet effroyable Bombardement? bombardement de Meudon. Nous avions décidé dans l'après-midi d'aller à pied, parce qu'il n'y avait pas de moyen de transport, d'aller à pied justement pour prendre des nouvelles de ce dentiste que nous connaissions bien et qui était très sympathique. Oui. Et alors nous sommes arrivés, nous l'avons trouvé dans la cour de sa maison, en train de balayer tous les gravats, parce que Dieu sait s'il y en avait des gravats. Et il s'est interrompu en nous voyant, et alors il a levé son petit balai en l'air, et il s'écrie « Croyez-vous, j'en ai de la chance !» Alors nous trouvions que la chance était limitée, mais en fait, si, il avait eu beaucoup de chance. Parce que quand l'alerte avait sonné, il avait des amis chez lui, ils devaient tous se rendre au métro, qui offrait un abri tout près de chez lui. Et cet ami s'était mis en travers de la porte, les bras en croix, en disant « Non, ne sortez pas, ne sortons pas, c'est trop tard. » Ils sont pris par les bombes en route. Oui. Et à peine avait-elle dit ça, qu'une bombe est tombée exactement dans la cour, à l'endroit qu'ils auraient dû prendre pour aller au métro. Sauf qu'ils avaient échappé de peu à cette... Et sa maison a été détruite. Alors ils avaient échappé de peu à ce bombardement. Et ils étaient tout heureux d'avoir survécu. Mais la maison était détruite. Alors la maison avait tenu le coup quand même. Ah bon. Parce que là-bas, on n'avait pas été direct sur la maison. On était juste dans la cour en face. Mais par contre, les vieux voisins qui habitaient justement, qui avaient une vue sur cette cour, avaient été tués, eux. Ah oui. Ils n'avaient pas eu la même chance. Mais je croyais qu'il était content également du bombardement. Il était content du fait que les Alliés bombardaient, non? Oui. Nous étions contents, mais beaucoup de Parisiens étaient mécontents parce qu'ils trouvaient que les Alliés exagéraient, qu'ils auraient dû ménager les constructions françaises, mais il fallait bien admettre que pour déloger les Allemands, il fallait bien bombarder, on ne pouvait pas les déloger. Bien en sûr. leur demandant de quitter les lieux. Alors, puisqu'on est dans les bombardements, justement, rappelle-nous les bombardements que vous avez vécus au 72 bis, au 74 rue de Paris. Vous avez suivi 2 bombardements, non, pendant la guerre? Ou un? Il y en a eu plusieurs, il y en a eu à Meudon, il y en a eu à Paris également. Oui, alors c'est le Meudon. Ceux de Meudon, oui, c'était au moment où les Allemands cherchaient à atteindre les Anglais. Où les Anglais, du moins, cherchaient à atteindre les usines Renault qui travaillaient dans l'île Seguin pour les Allemands. Et ils cherchaient à atteindre le viaduc également. Alors ils cherchaient, oui, le viaduc également. Mais le viaduc, ça avait été, je crois, un avion perdu qui avait fait. Ils cherchaient à atteindre le viaduc. Ah bon? Un avion isolé. Tandis que les bombardements visaient systématiquement le Renault à l'île Seguin qui travaillait pour les Allemands. Alors là, nous étions naturellement tout à fait exposés. Et le viaduc, on n'est pas le viaduc, mais je crois que c'était un avion isolé. Oui. Qui, en partant, n'ayant pas pu participer au bombardement Renault, avait voulu au moins faire quelque chose d'utile, avait lâché ses bombes sur le viaduc. Voilà. Alors tu avais distingué les bombardements des Américains et des Anglais, qui n'étaient pas les mêmes. Parce que les Anglais attaquaient en piqué, non? Ah oui. Oui. Il faut remarquer d'ailleurs qu'en général, parmi les Alliés, les bombardements n'étaient pas les mêmes. Les Anglais étaient extraordinaires, ils bombardaient en piqué, mais ils prenaient des risques considérables pour bombarder des objectifs tout près et ne pas commettre d'erreur. Tandis que, surtout par la suite, quand les Alliés, notamment les Américains, sont venus bombarder en masse, alors là, c'était des forteresses volantes, ils formaient un carré, ils s'avançaient en carré, et tout ce qui était sous le carré recevait les bombes. Il n'y avait aucune distinction. Alors c'était des bombardements terribles et qui ont été très efficaces. Alors, ces bombardements, justement, comment vous faisiez pour vous protéger? Vous descendiez à la cave? Ah, nous descendions à la cave, ce qui était qu'un abri bien fragile, mais qui était un abri en ce sens que quand la maison n'était pas directement traversée par un obus, auquel cas elle se trouvait réduite à un petit tas de pierres, mais quand l'obus tombait dans les environs, même immédiats, la maison risquait de s'écrouler. Et si on était à la cave à ce moment-là, on était protégé quand même. On pouvait être protégé. Alors, justement, il y avait eu une histoire avec ta mère et le poste de radio qu'elle avait voulu sauver. Ah oui. Alors, on raconte ça. Quand il y avait un bombardement, nous pensions, la première chose, descendre à la cave, bien entendu, mais tout aussi important, de mettre le poste de radio à l'abri. Parce que ce poste de radio était installé sur une cheminée
construite le long d'une fenêtre qui ouvrait directement sur le jardin. Et en cas de bombardement, il aurait été fatalement atteint, ce pauvre poste. Alors, ma mère avait pensé un jour de bombardement comme ça, pensé à sauver le poste de radio. Et là, pourquoi l'avait-elle pris? Parce que généralement, elle ne le prenait pas. Enfin, là, il me semble qu'elle l'avait pris dans les mains. Enfin, elle était arrivée avec son poste de radio. Et puis, en traversant le couloir devant la porte de la cuisine qui ouvrait directement sur le jardin, la déflagration avait fait sauter la porte et la porte lui était tombée sur le dos. Mais elle n'avait pas été émue du tout. Mais nous étions sans coup parce que nous attendions en bas. Nous attendions ses coups, nous ne la voyions pas apparaître. Et ensuite, elle est apparue toute victorieuse en me disant « Ah, me voilà, j'ai mis le poste de radio à l'abri. » Voilà. D'accord. Et les bombardements avec tomber les fenêtres, non? Il n'y avait pas eu de problème avec les fenêtres qui avaient été effondrées? Les fenêtres? Non? Non, il ne me semble pas. On m'avait raconté que tu aviez entendu un bruit, un cliquetis. Oui. Ah, c'est-à-dire, oui, même quand la maison n'était pas touchée, les bombardements voisins faisaient éclater les vitres. Et on entendait alors le bruit des vitres qui tombaient. C'était un peu triste, ce bruit de vitres brisées qui tombaient sur le sol. Mais c'était les vitres de chez vous qui se cassaient? Oui, c'était les vitres. Et d'autres, probablement. C'était toutes les vitres d'un quartier qui se cassaient. Bien. Et alors, la libération, comment ça s'est passé alors, la libération? La libération. Ah ben la libération. Comment vous l'avez appris? Nous devions, toujours la radio anglaise, nous annonçait les progrès des armées alliées. Et nous avions appris qu'il y avait un détachement justement de l'armée de Gaulle qui avançait sur Paris pour participer à la libération de Paris. Alors nous étions très, naturellement, nous étions tout vibrants d'enthousiasme. Et dès que le bombardement avait éclaté, nous avions cherché à savoir des nouvelles. Et on nous avait dit qu'en effet, il était arrivé à Paris, entré par la porte de Châtillon, je crois, et qui franchissait Paris pour atteindre Notre-Dame. Et alors, chose qui était extraordinaire, c'est que nous, de Meudon, nous sommes cependant éloignés de la porte de Châtillon, eh bien nous avions entendu l'arrivée de la division Leclerc dans Paris, marchant sur Notre-Dame, comme si nous y étions. C'était extraordinaire. Alors vous avez été voir les soldats également, non? Après, il y a eu des défilés dans les environs. Alors tous ceux qui n'avaient pas pu participer au défilé de Paris ont défilé dans les environs. Il y a eu un détachement qui est arrivé à Meudon. Alors on s'était présenté à Meudon un soir et nous sommes tous précipités pour le saluer. Mais les Allemands étaient encore tout près. Et ils bombardaient. On courait un risque d'aller saluer le détachement. Enfin, ça nous était égal, nous y allions. Et nous avions été tout émus de voir ces hommes qui avaient pris tant de temps, qui avaient eu tant de dévouement pour rejoindre, car ils venaient presque tous d'Afrique. Il avait rejoint De Gaulle qui finalement avait formé son détachement d'Afrique. Et de voir tous ces hommes qui avaient pris tant de risques pour venir délivrer la France, et nous en pleurions d'émotion. Et c'était Marie Gréziac qui s'était fait mal au front? Ah oui, alors Marie Gréziac, tout émue, elle, en tant que polonaise, tout émue de la résistance de ces hommes. Elle avait voulu les embrasser tous les uns après les autres. Alors, il portait un casque, et à force de les embrasser, chaque fois son front heurtait les casques. Et alors, le front avait été un peu souffert de ces embrassades. Son front avait un peu souffert, mais j'étais heureuse de... D'ailleurs, nous-mêmes, quand nous parlions, nous ne pouvions presque pas parler parce que nous pleurions. Et alors, on aurait voulu leur offrir quelque chose, il n'y avait rien. Nous n'avions plus une bouteille de vin, rien. Nous n'avions plus rien à manger, rien à boire, c'est ça. Tout était vide. Alors, on n'avait rien pu leur offrir, nous avions été bien contrariés. Bien. Alors, arrêtons sur la Seconde Guerre mondiale. Ou à moins que tu aies d'autres souvenirs de cette période, mais je crois qu'on a tout vu. Alors, voyons maintenant la période plus tard de la guerre d'Algérie, quand Jean-Paul et Henri sont partis. Alors, tu avais été inquiète de leur départ? Oh, la guerre d'Algérie posait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que
de nombreux Français ne voulaient pas entendre autre chose que l'Algérie française, ils ne connaissaient que ça. Il avait que ces mots à la bouche, l'Algérie française, l'Algérie française. Mais nous rendions bien compte des problèmes que ça allait soulever, parce que dans ce pays de colonisation ancienne, et ça nous émouvait beaucoup. Et Jean-Paul et Henri, en tant qu'officiers de réserve, ils avaient suivi oui, ils ont fait leur service militaire là-bas. Hein? Ils ont fait leur service Alors, militaire. Ils devaient être appelés faire leur service militaire en Algérie. Et ils étaient tellement troublés qu'ils se demandaient s'ils allaient répondre à l'appel. Alors, moi, naturellement, avec les idées que nous avions à l'époque, avec tous les héros de la famille qui avaient combattu dans les guerres, je ne pouvais pas concevoir en quelque sorte une désertion, même pour un motif valable. Alors, je soutenais l'idée que du moment qu'on appartient à une démocratie, et si la majeure partie des gens du pays veulent cette guerre, il faut la suivre, on ne peut pas résister, sinon ce serait installer le désordre dans le pays, c'est pas possible. Du moment que la démocratie, il faut suivre la loi de la majorité. Alors finalement, j'avais dû être convaincante. Nous étions rendus chez nos amis Touveau, et le papa avait parlé dans le même sens. Oui. Et alors ils ont décidé de rejoindre l'Algérie dans la mesure du possible, de faire le moins de sauver le plus de vie possible. Voilà. Mais tu étais inquiète quand même de le voir partir comme ça. Oh là là. Je pleurais du matin au soir. Et une fois, nous avions un dentiste de la maison qui était passé me voir, parce qu'il savait en effet que les enfants allaient partir, qui m'avait tombé en larmes, et qui m'avait dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, comme ils vont probablement, en raison de leur formation, être nommés dans un petit poste à l'intérieur du pays, un petit poste. Ce qu'il leur faut, c'est un chien. Du moment qu'ils ont un chien, ça les protégera, ils ne courront pas de danger. Voilà. Et en effet, quand Jean-Paul a été nommé dans un poste des Aurès, qui était complètement isolé, il était là avec une petite troupe d'hommes, dont la moitié était arabe et la moitié française. Et il avait adopté un énorme chien qu'il appelait, je crois, Dora. Et Dora couchait devant leur porte, et dans le petit poste qu'ils avaient édifié comme au Moyen-Âge, ils avaient édifié un poste en pierre, comme au Moyen-Âge, pour résister aux attaques. Et alors, ils couchaient à l'intérieur de ce poste, et leurs fenêtres étaient barrées aux 3/4 de la hauteur par un mur, de façon qu'on ne puisse pas les atteindre par un jet de... Mais c'est Jean-Paul qui avait fait construire C'est Jean-Paul qui avait fait construire ça. ce mur, parce que ses prédécesseurs étaient morts dans il les attentats. avait des prédécesseurs qui n'avaient même pas, eux, construit de forteresse, et qui étaient morts. Ils avaient été nommés là à la suite de la mort d'un jeune homme. Alors quand j'avais appris qu'il allait succéder à un jeune homme qui était mort, il venait de mourir naturellement, mes larmes redoublaient. Et la brave Dora, elle a fait merveille. Alors, je m'étonnais qu'au retour, il n'ait pas ramené Dora à Paris comme Henri l'avait fait pour le brave chien. Curtis. Pour Curtis, qu'il avait ramené d'Algérie. Mais Curtis était un chien civilisé, tandis que Dora, il paraît, c'était une bête qui vivait elle-même, qui avait vu de elle-même dans le bled, qu'on ne nourrissait pas. Elle se nourrissait elle-même de cadavres. Et elle n'aurait pas supporté du tout la vie de Paris, mais ce n'était pas possible. C'était pas possible. Mais d'ailleurs, ils ont, dans cette petite garnison à moitié arabe qu'ils avaient, il y a eu à un moment donné des jeunes gens, dans les Arabes, qui voulaient partir rejoindre le FLN. Ils sont partis avec leurs armes, mais ils ont eu le scrupule de ne tuer personne en partant. Ils auraient pu essayer de le tuer. Ils sont partis avec leurs armes, ils avaient essayé de tuer personne. Voilà. Bien. Alors Jean-Paul était maire du village. Ah bon? Ah oui. Alors c'est comme ça que il y avait malheureusement, leur sécurité était assurée également par des troupes extraordinaires, des troupes marocaines, etc. Des gens un peu bizarres qui avaient des colliers aux mains, au cou, qui étaient d'ailleurs d'une grande bravoure, mais vraiment un peu spécial, de mœurs un peu extraordinaires. Et c'est eux qui menaient tous les assauts quand il y avait un assaut à mener, mais ils la menaient, ils me disaient que si le chef passait devant. Voilà.
toujours, alors leur chef, qui était le soldat des officiers français, passait devant quand ils allaient à l'assaut, sans ça les hommes ne suivaient pas. Alors, ces hommes-là, quand ils allaient dans les villages, où le FLN était passé le lendemain, ou était passé la veille, ou passait le lendemain, ils se livraient à des exécutions souvent. Et c'était bien terrible, ça bien. C'était lamentable. De l'autre côté, qu'est-ce que tu veux? Alors Jean-Paul disait, moi quand j'arrive avec les boîtes de lait condensées, et que j'arrive le lendemain du jour où il y a eu ces persécutions contre les représentants du FLN, il était très peiné. Voilà. Bien. Alors, je reviens un instant sur la Deuxième Guerre mondiale, j'avais oublié quelque chose. Quand les quand les Allemands ont commencé à envahir la Russie. Ah, ça, j'étais contente. Oui, tu avais. Alors pourquoi tu étais contente? Ah, j'étais contente parce que j'avais appris ça, j'étais venue à Paris par hasard. J'apprends ça par la rumeur publique en descendant les Champs-Élysées, où je devais rejoindre Meudon à pied, puis il n'y avait pas de transport. Et j'entends que les Allemands ont déclaré la guerre à la Russie. Alors j'ai été inondée d'une joie. Je me suis dit, ça y est, ils sont perdus. Je me souvenais du précédent de Napoléon, et on allait vers un hiver qui a été aussi terrible que celui de Napoléon, et je me disais, ils sont perdus. Alors j'avais mis dans un état de joie intense. Oui. Alors après, nous suivions les nouvelles, et chaque fois qu'on entendait, ils ont mis siège devant Moscou, mais ils n'ont pas pris Moscou, ils ont mis siège devant Saint-Pétersbourg, mais ils n'ont pas pris Saint-Pétersbourg, enfin bref, ils s'étaient allés jusqu'à la mer d'Azov, très loin. Mais finalement, là, ils ont été vaincus. Il y a un hiver terrible. Et tu en avais eu le pressentiment dès le début, donc. Ah oui. Et tu avais écrit d'ailleurs à ton mari en Allemagne des lettres à ce sujet. Ah bien oui. Je voulais lui faire savoir les bonnes nouvelles. Oui. Alors la bonne nouvelle, c'était de savoir que les Allemands allaient attaquer les Russes et à notre avis, être défaits par la suite. Alors je lui écrivais par formule imagée que notre tante allait beaucoup mieux. Mais on se demandait si elle allait survivre longtemps parce qu'elle faisait des imprudences, elle se déplaçait dans des régions qui n'étaient pas bonnes pour elle, etc. Enfin, il y avait un tas de considérations, il y avait aussi un oncle, donc c'était l'oncle d'Amérique, qui allait venir certainement vouloir participer à toute cette guerre. Et il n'avait pas du tout compris. Il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Il demandait quelle était cette tante et quelle était cette oncle. Oui. Mais toi, tu n'avais pas désespéré, même quand il y avait eu les premières défaites soviétiques, tu n'avais pas désespéré de la victoire qu'ils auraient finalement sur les Allemands. Non, j'ai pas désespéré. Très bien. Alors qu'ils avaient quand même eu des victoires retentissantes au début. Mais j'espérais quand même. On avait raison d'espérer. Alors, quand nous réunissions le soir devant la télévision, nous écoutions les nouvelles, et il faisait froid. Il faisait un froid terrible, alors nous étions heureux. Voilà, cet hiver, ça doit être là-bas, ça doit être encore pire. Parce que vous avez été très mal chauffé. Ah, on n'a pas très bien chauffé, pas grand-chose. Tu m'avais dit que vous aviez une température de 13 degrés, donc quelque chose comme ça à l'intérieur. Oui, c'était déjà très bien. Oui. Ah oui, ça c'est une belle température. Et quand les gens venaient nous voir, je verrais toujours vous êtes contents, nous nous rendre visite un dimanche, et arrivant avec une grande plante de laine, un peignoir en laine épaisse. Alors c'est comme ça qu'elle faisait ses visites. Elle allait chez les gens avec sa grande plante de laine. Mais avec 12 ou 13 degrés, très supportable. Nous étions aperçus que c'est une température avec laquelle on vit pas mal. C'est quand ça descend en dessous que c'est très mauvais, qu'on ne supporte pas. Mais tu disais qu'à 13 degrés, quand même, quand vous étiez assis, on pouvait à peine travailler. Ah, oui, c'était pas très chaud. Mais on ne meurt pas à 13 degrés. Quand ça tombe en dessous, on risque d'être saisi par le froid et d'être vaincu par le froid, mais pas à 13 degrés. Vous étiez chauffé comment? Avec du bois? Avec du bois. Et vous étiez rationné également sur la nourriture. Ah, oui. Et puis le bois avait été difficile à acquérir aussi. On avait fait appel à des revendeurs de bois qui nous avaient d'ailleurs volé au point de vue, et aussi bien sur le nombre de stèles que sur le prix. Fallait, tous les gens qui vendaient des choses à ce moment-là, ils rationnaient leurs concitoyens. Ils volaient leurs concitoyens. Bien, alors maintenant si on... il y avait aussi l'histoire qu'on disait qu'ils ont allé chercher une salamandre pour broyer ce bois. Oui. Parce
il y a beaucoup plus de déperdition de bois quand le bois brûle dans la cheminée même. Oui. Tandis qu'il y avait à cette époque-là un appareil qui était très connu, qu'on employait beaucoup, qui s'appelait la salamandre. Et la salamandre était une merveille, elle chauffait très bien, avec beaucoup mieux qu'une cheminée, pas que le bois dans une cheminée. Alors j'étais allée un jour avec ma bonne Marie chercher la salamandre. Alors comme il n'y avait pas de transport, nous étions partis avec une petite roulette, Une poussette pour ramener notre salamandre. Nous étions en effet allés au centre de Paris, nous avions pris la salamandre, et nous revenions avec la salamandre. Mais voilà qu'il y a eu un orage terrible qui a éclaté. Oui. Alors nous étions mis à l'abri, et quand nous sommes repartis, le couvre-feu avait sonné. Ah oui. C'est-à-dire que quand le couvre-feu avait sonné, on n'avait pas le droit de circuler. Oui. Alors, nous avons dit, oh, ben, on va peut-être essayer quand même, toujours avec une admirable confiance. Nous avons tenté de rentrer malgré le couvre-feu. Le signal du couvre-feu. Et là, nous avons été arrêtés par des policiers français qui étaient en tenue, qui se sont excusés d'ailleurs de nous arrêter en nous disant, écoutez, mesdames, nous vous arrêtons pour que vous ne soyez pas arrêtés par les Allemands. Si vous étiez arrêtés par les Allemands, je n'ose pas savoir quel sort vous serez réservé. Et vous emmenez où alors? Avec nous, vous ne craignez rien. Nous allons vous emmener au poste de police le plus proche. C'était un poste à Boulogne. Alors nous passions pour aller au poste de police, nous passions devant la demeure où le fameux dentiste, le parent de ma cousine, Clémence, opérait. Et nous connaissions bien. Nous avions sonné à sa porte. Alors très étonnés de nous voir arriver encadrés de policiers avec une salamandre sur une poussette. Et nous lui avions dit que comme nous étions arrêtés, nous allions aller passer la nuit au commissaire de police, nous ne pouvions pas arriver décemment avec cette salamandre, alors qu'on nous laissait que par la suite on viendrait reprendre la salamandre. Ah oui. Alors nous lui avions laissé, nous sommes allés au poste de police. Et les enfants n'avaient pas été inquiets toute la nuit de ne pas vous voir? Ah bah si, maman avait téléphoné, on avait téléphoné. Et alors monsieur Touveau, très gentiment, c'était, disons, de son titre de directeur, etc., avait téléphoné au commissariat de police pour avoir de nos nouvelles, avait su que nous étions arrêtés, mais que tout allait bien, et que nous serions libérés à 5 h du matin. Ah bon? Voilà. Et alors dans le poste de police, c'est très amusant, c'est tous les gens qui étaient là parlaient politique gentiment, en faisant des suppositions sur la fin de la guerre, la défaite des Allemands, etc. C'était très amusant de voir ça. Et à 5 h du matin, nous sommes partis à pied, bien entendu. Nous avons ramené la salamandre. Vous avez ramené la salamandre à ce moment-là. D'accord. Bien. Et alors si on abandonne maintenant la guerre... Ah mais comment j'avais été tourmentée, je me suis dit j'ai commis une imprudence pour ma pauvre Marie Gréziac qui était d'origine polonaise. Ah oui. Je me suis dit... Elle n'avait pas la nationalité française à ce moment-là. Non, elle n'avait pas la nationalité française à ce moment-là. Je me suis dit si on apprend qu'une personne de nationalité polonaise était dans le poste de police, pourvu que ça ne lui attire pas des ennuis. Mais non, ça ne nous a pas attiré, j'avais peur. Bien sûr. Et vous aviez on vous avait pas mis en prison, vous étiez où dans le poste de police? Ah non, comme les gens qui sont dans un poste de police qui s'assoient sur des bancs en attendant d'être interrogés. C'est ça, oui. Ah non, ça c'était très très bien. Ils étaient traités avec beaucoup de sympathie. Voilà, à ce moment-là, donc, vous habitiez donc au 74 rue de Paris, où là vous étiez arrivé vers 1935 ou 1936. Oui. Et alors, après, au moment quand tu as divorcé, vous avez été habité où? Après? Ah, quand j'ai divorcé, ben je n'avais pas voulu, comme c'est moi qui avais souhaité me séparer de mon ex-époux, mais pas divorcer, je souhaitais qu'une séparation, et qui était conforme à ses idées religieuses. Et c'est lui par la suite qui a voulu divorcer. Mais alors, je ne voulais pas non plus lui infliger la tristesse de quitter cette maison de Meudon qu'il aimait. Et qui, puisque moi j'avais obtenu la garde des enfants, oui, parce que j'avais obtenu la garde des enfants. Alors j'étais partie avec eux, j'avais demandé à une tante qui avait une usine de fabrication d'électricité, je crois, dans les environs, du moins dans un quartier éloigné de Paris, du côté de la porte de Molitor. Et alors nous étions réfugiés, elle avait une maison là qui attenait à son usine, elle nous avait hébergés là. Ah oui.
La maison nous était réservée Mhm. tout seul. D'accord. Alors, nous avions vécu là un certain temps. Et après, vous avez été où? Vous avez été boulevard Brune, non? Ah, après. Ah ben oui, après. Quand ça s'est passé, la maison a été vendue aux enchères La maison de... de rue de Paris, là. Oui. Il y a eu des Oui. enchères qui ont été faites. Ben oui, c'est le notaire qui avait... Le notaire de Meudon a été d'un grand dévouement pour moi. Mhm. Tout pour... Ben aussi pour la famille tout entière. Et alors il avait prévu, ça lui avait semblé juste, parce qu'il m'avait dit, bon, vous acceptez que la maison revienne à votre époux, mais vous allez vous trouver à un moment donné avec de l'argent qui ne vaudra pas du tout cette maison. Mhm. Il faudrait mieux vous essayer d'en avoir une partie. Mhm. Alors il avait proposé de la mettre aux enchères entre nous, Oui. et que celui qui mettait la plus forte enchère en méritait, mais l'autre recevait en compensation la moitié du terrain. Oui. Alors c'est ce qui s'est passé. D'accord. Alors j'ai eu en compensation la moitié, parce que moi je n'avais pas. Mais comment tu avais fait pour faire, tu avais fait monter les enchères plus qu'il ne l'avait cru quand même? Ah bah oui, parce qu'ils ne savaient pas qu'à ce moment-là, j'avais vendu notre maison de la Romanche. Ah oui. La maison de la Romanche avait été occupée par les Allemands pendant la guerre. Bon, enfin, les bombardements, pas directement, mais enfin, voisin me fait quand même du dégât. Mais cette maison, je l'avais vendue à ce moment-là. J'avais trouvé quelqu'un qui s'intéressait. Alors je l'avais vendue, j'avais juste de quoi porter un peu d'enchère, mais ça n'allait pas bien loin. Mais alors, René avait accepté parce qu'il pensait que je ne pourrais pas porter d'enchère du tout. Ah oui. Et grâce à ça, j'ai pu un peu porter d'enchère et j'ai eu la moitié du terrain. Et tu avais également, tu n'avais pas un appartement ou un immeuble avec des boutiques à Paris, non? Ah oui, ah oui. Alors avec, par la suite, qu'est-ce que j'ai donc vendu après? Qui m'a permis d'acheter cette petite maison. Je ne sais plus ce que j'ai vendu après. Mhm. Qui m'avait permis d'acheter cette petite maison. Ah bah c'est peut-être la maison de la Romanche, avec les enchères. Le reste du prix de la maison. Alors tu as acheté quoi alors? J'avais pu acheter un petit immeuble, Mhm. boulevard. Là, je ne retrouve pas le nom du boulevard. Je cherche. Bon, tant pis, c'est pas grave, oui. Un petit immeuble qui était très bien, Mhm. qui avait 3 boutiques au rez-de-chaussée, et puis un petit appartement au premier, mais c'était très modeste, tout ça très petit. Mhm. Enfin, c'était très bien, et ça s'était bien vendu, puisque... Ah oui, j'avais même acheté... Ah oui, je cherchais à payer le moins cher possible. Je cherchais ce qu'ils vendaient au palais de justice. Mais Oui. quelquefois, on profite des prix intéressants. Oui. J'avais suivi plusieurs affaires comme ça que je n'avais pas eu, mais là, j'avais suivi. Mhm. Et alors, j'ai pu avoir cette maison pour un prix relativement abordable, Mhm. de telle sorte que même le comité des prix était venu me voir pour savoir le prix qui avait été versé, qui ne semblait pas proportionné à la valeur de la maison. C'était Ah oui, donc c'est une bonne affaire, oui. Mais c'est tout petit, Mhm. très modeste et tout petit. Mhm. Mais c'est pas là que vous habitiez par contre. Vous habitiez où alors? Nous n'avons jamais habité là. Nous avons habité dans l'usine de la tante. D'accord. Mais longtemps vous avez habité dans cette usine? Oh non, le temps de trouver autre chose. Et alors vous avez trouvé quoi après? C'était pas pratique. Vous êtes installé où C'était ensuite? loin. Il y avait notamment pour Jean-Paul aller au lycée. Mhm. Au lycée à Paris, pour lui ça offrait plus de difficultés. Mhm. Puis pour Henri aussi, c'était pas parfait. Le milieu là-bas était un milieu très ouvrier. Enfin, Mhm. c'était pas l'idéal pour les études. Donc vous êtes installé où alors Alors ensuite? nous avions cherché grâce à une amie. C'était toujours les amis très dévoués. Mhm. Une amie qui cherchait pour elle un appartement et qui avait entendu parler de personnes qui auraient cédé un droit au bail Oui. d'un appartement boulevard Brune. Ah oui, d'accord. Voilà, alors elle nous avait mis en rapport avec ces personnes, Mhm. qui se trouvaient d'ailleurs être, chose curieuse, des parents éloignés de la famille Pelletan, en Charente-Maritime. Oui, Ah oui. oui, j'étais très content de savoir ça. Mhm. Alors ils nous avaient donc cédé, pour un prix très raisonnable, le droit au bail. Mhm. Mais alors le propriétaire, qui était un homme redoutable et pas consciencieux du tout, puisqu'il nous avait absolument volé la livraison de charbon qu'il avait fait dans l'immeuble, Mhm. nous avions d'ailleurs instauré comment dirais-je, un conseil des locataires pour nous défendre. Nous avions pris un avocat, tout ça. Nous avions un président. Moi, je jouais un rôle très actif. Je n'avais pas pris le rôle de président. Oui. J'avais demandé à une dame qui était médecin, etc., de tenir ce rôle. Et moi, je jouais le rôle simplement de secrétaire, mais très, très actif. Et alors, nous avions mené une bataille pleine de succès contre ce propriétaire. Ça a duré, je crois que ça a duré 10 ans. Mais au bout de, au bout de 10 ans, nous avons gagné.
Il avait fait un procès donc contre lui. Ah ouais. Hmm. Ça s'est terminé à ce moment-là. Alors vous aviez un très grand appartement au boulevard Brune. Ah oui, très grand parce que il était là. En réalité, il y avait 2 appartements. Hmm. Et la personne qui nous avait cédé le droit au bail, on avait loué 2 pour les rapprocher et en faire un grand. Hmm. Alors que de difficulté, parce que alors là, la mairie avait entendu dire que nous avions loué 2 appartements. En droit, il y a eu une enquête de police. Ah oui. Il y a eu un procès. Hmm. J'ai soutenu le procès, il a fallu prendre un avocat. Hmm. Il a fallu aller en appel. Mais ça Et vous avez gagné finalement? Nous avons gagné finalement. Hmm. Et on nous a reconnu le droit, étant donné la famille, enfin, que nous pouvions avoir ces 2 appartements qui n'en faisaient qu'un, en fait, Hmm. et qui étaient très grands, qui étaient très Vous avez quoi, 6 pièces, non? Quelque chose comme Ah ça. oui, il y avait une grande salle de séjour, un grand salon, et puis il y avait 3 chambres, je crois, oui. Hmm. Et là, vous avez habité longtemps ici, Ah oui, puisque après, Jean-Paul et Henri ont habité là, même mariés. oui, nous avons tous vécu là. Hmm. Avec ta mère aussi. Oui, Hmm. c'est bien que ça faisait dire à Françoise à ce moment-là, quand maman vivait toujours à ce moment-là. Ah oui, ça faisait dire à François, je ne sais pas si maman est venue. Ça faisait dire à François à ce moment-là, nous devenons un cas social. Hmm. Nous habitions 11 dans À l'appartement. 11 Avec appartements. les employés de maison qui étaient polonaises, Hmm. qu'on avait gardés pour s'occuper des petits-enfants, nous étions 11. C'était toujours Marie Grédiac qui était là? Ah, Non, non, pas. Non, c'était plus elle, ça devait être. donc je crois que Hmm. ça faisait plus là-bas. Et alors, après. Et, Et maman non plus, je crois que loin. et au bout de quelques années, tu as donc décidé de construire de Paris. Oui, c'est ça. Ça a pris combien de temps la construction? Oh, ça a demandé longtemps parce que il avait pris du retard, celui qui construisait. Et puis il avait attendu 1 an, enfin ça avait duré plus d'1 an et ça a été long. Hmm. Ça a été long. Et l'architecte s'appelait Gaudin. C'est ça, Hmm. un excellent homme, qui s'appelait Godin. Et alors tu avais participé tu avais surveillé les plans qu'il faisait, non? Ah oui, bien sûr, puis chacun donnait son avis, c'était, tu sais, Hmm. la République, enfin pas la République, c'était le libre. Ouais, chacun. Le choix de chacun était libre, chacun donnait son avis, etc. Il fallait que. Alors chaque fois qu'il fallait ouvrir une porte ou élever un. Alors tout le monde donnait son avis. Ça a été compliqué. Hmm. Ça a été atrocement compliqué. Hmm. Certains jours, j'en étais tellement là que je me souviens être partie à pied dans Paris, toute seule, et avoir marché jusqu'à sentir un certain délassement. Hmm. Et j'étais arrivée, c'est de vieilles amies à moi qui me dans le quartier de Paris. Et je leur ai dit, j'arrive chez vous, je suis épuisée Hmm. par toutes ces tractations pour arriver à Hmm. terminer cette maison. Hmm. Voilà. Et que voulais-je dire? Ah oui, mais sorti de la tête. Attends, qu'est-ce que je voulais? Ah. Alors, pour financer cette construction, tu avais été obligé de revendre les maisons que tu possédais, non? Ah oui, L'immeuble avec les Oui. commerces en dessous, tu as été Oui. obligé de le revendre, non? oui. Et puis voilà, donc, Plus les emprunts, non? Pendant 20 ans. Mais j'avais acheté autre chose, j'avais acheté, à un moment donné, justement dans les environs de Paris, j'avais acheté un garage. Mhm. Qu'est-ce que c'était? Il y avait un garage, un studio, etc. J'avais acheté autre chose. À un Ah moment bon? donné. Et que tu as revendu à ce moment-là pour la Bien construction? vendu à ce moment-là. Et bien D'accord. revendu d'ailleurs. Hmm. Bien revendu. Mais à ce moment-là, ton ancien mari n'habitait plus au 74 de Paris. Non, ça ne s'appelle plus. Bien. Vous avez divorcé en quelle année déjà d'ailleurs? Tu n'as pas dit. Ah ben, la séparation officielle, c'était en 10 ans. Le divorce a été prononcé en 1944. Ah, le divorce en 44? Oui. Avant même la fin de la guerre alors? Ou 64, je ne sais plus. Non, ça doit être 4. C'est marqué, si tu regardes C'est marqué où? dans les vraies familles. Ah oui. On va voir Regardez. dans les vraies familles. C'est ça, les vraies familles, c'est là qui va le trouver tout de suite. Mais le mien, il faut. Oui. Non. Ah ben non, ça n'était pas porté sur les vraies familles. Non, Alors j'ai porté sur un extrait de naissance alors. Il y a un extrait de naissance
J'avais demandé justement parce qu'il portait la date du divorce, l'extrait de naissance. Non, non, c'était un papier, l'extrait de naissance. C'est pas un livret, c'est un papier. Oui. Bon, attends, puis je chercherai tout à l'heure. Attends. Je chercherai plus tard. Mais il est là, il est pas loin, mon chéri. On regardera tout à l'heure, c'est pas grave. Je regarderai plus en détail tout à l'heure. Poursuivons. Donc, Oh, c'est bête. alors voyons maintenant sur ta vie professionnelle. D'abord, dans ta formation universitaire, tu as eu donc une licence en droit. Une licence en droit. Après, tu avais passé un bac